Nadia, tu as la parole. Eh bien, merci. Tu as lancé. D'être venu. Voilà, je vais essayer de vous faire un petit topo, vous présenter quelques idées que j'ai réunies en ce qui concerne la notion de propriété privée, qui est une notion que nous acceptons tous, mais qui en ce moment semble être remise en question par un certain nombre de propos et de mesures concrètes. Alors, je vous propose de faire un petit tour d'horizon dans une petite heure. Je vais commencer par vous proposer une définition de la notion de propriété. Je vais ensuite évoquer quelques auteurs connus que vous connaissez et qui ont parlé de la propriété. Je vais faire beaucoup de citations. Et ensuite, je ferai un petit survol historique, en particulier en passant par les révolutions françaises. Je ferai aussi un petit survol géographique pour vous parler de la manière dont on pratique la propriété dans d'autres pays, en particulier en Angleterre. Et vous allez voir que ça a un rapport. Et puis, je vous rapporterai des déclarations qui ont été faites dernièrement, dont vous avez peut-être entendu parler. Donc l'intérêt de mon exposé, ce sera juste de regrouper des choses que vous savez peut-être déjà. Et puis, donc nous verrons quelles sont ces déclarations qui ont été faites et les mesures qui ont été prises pour attaquer la propriété privée de l'ensemble des Français, qui est quelque chose d'assez répandu, puisque 58% des Français sont propriétaires de leur logement. Alors il s'agit bien entendu, je vais vous parler de la propriété immobilière, propriété foncière, et pas de la propriété industrielle, encore que ce sera un autre sujet, un autre domaine. Voilà. Donc, d'abord, voyons l'étymologie. Alors, le mot propriété est un mot qui a plusieurs sens. Il signifie, dans certains cas, il désigne le fait de posséder quelque chose, un bien, mais vous le connaissez aussi, si vous avez fait des mathématiques ou dans d'autres domaines, vous savez qu'on parle des propriétés du triangle, etc. Donc, je vous propose de faire un petit retour sur l'étymologie, l'origine du mot, le mot latin proprius. En fait, au départ, n'indiquait pas le fait de posséder quelque chose, il n'indiquait pas une possession. Il indiquait le fait d'avoir quelque chose de particulier et qu'on ne partage pas avec autrui. Donc un autre sens, c'était quelque chose qui est propre, dans le sens de caractéristique. Quand on dit c'est le fait de telle caractéristique est propre, par exemple à tel animal ou à tel objet. Ensuite, le mot propre, proprius, pouvait signifier aussi propre dans le sens de exact, comme quand on dit le mot propre. Vous voyez, c'est pas un mot qui n'est pas sale, c'est un mot qui est exact, qui est celui qu'il faut employer. Le mot proprius a donné aussi le mot propre dans le sens de durable, de permanent. Voilà. Donc, la notion de propriété dans le sens de possession est apparue relativement tardivement. Et aujourd'hui, le mot conserve ses différents sens. Alors, le sens numéro 3, c'est-à-dire propre, exact, a abouti à la notion de propreté, contraire de saleté. C'est-à-dire, quand vous avez un vêtement propre, au départ, quand on disait un vêtement propre, ça voulait dire un vêtement qui convenait, qui était celui qui était adéquat, qui était exact. Et cela a entraîné la notion de propreté. Alors, ceci, c'est juste pour distinguer les deux éléments. Alors, nous allons nous intéresser plus spécialement à la notion donc, de propriété
dans le sens de appartenance, possession, et comme je vous l'ai déjà dit, il s'agit de propriété foncière ou agricole et un petit peu moins de propriété industrielle. C'est surtout la propriété foncière, des petites propriétés qui sont concernées par ce qui m'a intéressé et ce qui a attiré mon attention. Donc, avant de passer au reste, je vais aussi m'arrêter un petit peu sur le mot privé, puisque nous allons parler de la propriété privée. Donc l'adjectif privé mérite aussi un petit coup de projecteur, puisque en latin, il se rattache au verbe privo, infinitif privare, qui veut dire mettre à part, écarter, ôter de ou dépouiller. Donc priver quelqu'un de quelque chose, c'est le lui enlever, le lui ôter, ou alors priver, mettre un local privé, c'est un local qui est réservé, qui est à part. Voilà. Et donc on retrouve les éléments qui font que la propriété privée, historiquement, elle s'est construite au détriment de la propriété publique. Et elle a consisté en une mise à l'écart de quelque chose qui était au départ commun. Donc nous allons voir comment ça a évolué historiquement. Par exemple, en Angleterre, ça s'est produit ailleurs en Europe, mais il y a un mouvement qui a été très suivi, qui est souvent cité en histoire, c'est le mouvement des enclosures, c'est-à-dire le fait de mettre des clôtures. Auparavant, tous les territoires étaient ouverts et progressivement, des propriétaires privés ont créé des clôtures, ont mis des clôtures et ont privatisé une propriété qui était initialement collective. Et si l'on regarde, donc ce sera le deuxième aspect de l'exposé, si on regarde ce qu'ont dit les auteurs à propos de la propriété privée, eh bien c'est souvent assez négatif. Et il n'y a pas eu beaucoup de grands penseurs qui ont fait l'éloge de la propriété, et elle a été dénigrée, en particulier par Jean-Jacques Rousseau, dans son discours sur l'origine de l'inégalité. Si vous voulez bien, je vais vous en lire un extrait. Le premier, qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « Ceci est à moi » et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtres, que de misère et d'horreur n'eût point épargné au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables « Gardez-vous d'écouter cet imposteur, vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne. Mais il y a grande apparence qu'alors, les choses en étaient déjà venues au point de ne plus pouvoir durer comme elles étaient, car cette idée de propriété, dépendant de beaucoup d'idées antérieures qui n'ont pu naître que successivement, ne se forma pas tout d'un coup dans l'esprit humain. Il fallut faire bien des progrès, acquérir bien de l'industrie et des lumières, les transmettre et les augmenter d'âge en âge, avant que d'arriver à ce dernier terme de l'état de nature. La métallurgie et l'agriculture furent les deux arts dont l'invention produisit cette grande révolution. Pour le poète, c'est l'or et l'argent, mais pour le philosophe, ce sont le fer et le blé qui ont civilisé les hommes et perdu le genre humain. Donc c'est un extrait du discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, 1755, Jean-Jacques Rousseau. Ensuite, je vais vous citer un autre auteur que vous connaissez certainement, et vous allez tous crier le slogan par lequel il est connu. C'est Pierre-Joseph Proudhon, qui, dans un livre qu'il a écrit très jeune, à 31 ans, en 1841, et dont le titre est « Qu'est-ce que la propriété ?», a écrit « La propriété, c'est le vol ». Et quand vous demandez qu'a dit Proudhon sur la propriété, on vous sort toujours cette phrase. Et vous allez avoir une surprise à la fin. Alors, donc, Karl Marx a lu ce livre de Proudhon, et d'après Wikipédia, c'est ce qu'il a... donc il a critiqué Proudhon, mais il a quand même
était très impressionné par ce livre, qui l'a convaincu de la nécessité d'abolir la propriété privée. Voilà, alors nous allons reparler de Marx aussi à la fin, et pas tout à fait dans le sens attendu. Alors, ensuite, nous reparlerons de Proudhon dans un petit moment. Alors, il y a un autre écrivain qui a parlé de la propriété. Donc là, c'est interrogation écrite. Voyons si vous trouvez de qui il s'agit. Je vous lis un extrait de son écrit. Si nous voulions monter à l'origine des choses, nous trouverions peut-être qu'il s'agit des pauvres, n'aurait pas moins de droits que vous aux biens que vous possédez. La nature, ou pour parler plus chrétiennement, Dieu le Père commun des hommes, a donné dès le commencement un droit égal à tous ses enfants sur toutes les choses dont ils ont besoin pour la conservation de leur vie. Aucun de nous ne peut se vanter d'être plus avantagé que les autres dans la nature, mais l'insatiable désir d'amasser n'a pas permis que cette belle fraternité pût durer longtemps dans le monde. Il a fallu venir au partage et à la propriété, qui a produit toutes les querelles et tous les procès. De là est né ce mot de mien et de tien, cette parole si froide. Allez, je ramasse les copies. Alors, Saint-Thomas d'Aquin. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Eh ben non, c'est Bossuet. Voilà, c'est Bossuet. Et donc, ces principes, c'est-à-dire assez contraires à la propriété, sont assez conformes aux préceptes évangéliques. Si on prend juste quelques passages, deux petits passages de l'Évangile, Saint Marc 6 dit Jésus a envoyé les 12 deux par deux, et il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas revêtir de tunique. Donc il ne faut avoir qu'un seul vêtement, et son bâton, son sac et... Pas de sac. Voilà. Pas de sac. Si. Ah, ni sac, pardon. Ni sac. Ni pain, ni sac, ni monnaie. Voilà, pardon. Déjà, j'en rajoutais. Et puis Matthieu dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Donc, voilà, normalement, si on suivait l'Évangile, il ne faudrait avoir ni pain ni sac, une paire de sandales et juste une tunique. Alors, je ne sais pas comment cela s'articule avec la Genèse qui dit il faut gagner son pain à la sueur de son front. Alors, non. C'est l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament. Ah, mais Saint Paul dit que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. Bon, voilà, je n'ai pas de réponse. Hein. Je fais que présenter les observations que j'ai faites et donc à rassembler certains éléments. Alors, cette notion de remise en question de la propriété a été reprise dans un ouvrage récent qui est Laudato Si, qui a été publié en 2015 et dans lequel on peut lire « La tradition chrétienne n'a jamais reconnu comme absolu ou intouchable le droit à la propriété privée et elle a souligné la fonction sociale de toute forme de propriété privée. Saint Jean-Paul II a rappelé avec beaucoup de force cette doctrine en affirmant que Dieu a donné la terre à tout le genre humain pour qu'elle fasse vivre tous ses membres sans exclure ni privilégier personne. Il a souligné qu'un type de développement qui ne se respecterait pas et n'encouragerait pas les droits humains, personnels et sociaux, économiques et politiques, y compris les droits des nations et des peuples, ne serait pas non plus digne de l'homme. Avec une grande clarté, il a expliqué que l'Église défend, certes, le droit à la propriété privée, mais elle enseigne avec non moins de clarté que sur toute propriété pèse toujours une hypothèque sociale pour que les biens servent à la destination générale que Dieu leur a donnée.
Par conséquent, il a rappelé qu'il n'est pas permis, parce que cela n'est pas conforme au dessein de Dieu, de gérer ce don d'une manière telle que tous ces bienfaits profitent seulement à quelques-uns. Alors, c'est un petit tour d'horizon pour vous montrer, enfin j'ai surtout insisté sur les auteurs donc, qui sont assez opposés à la notion de propriété privée, malgré tout, la propriété privée existe. Et de plus, comme le fait remarquer Emmanuel Docquès dans la revue Limite, le grand capitalisme est une propriété individuelle de biens communs. Donc, il y a un certain nombre de raisons pour avoir des réticences vis-à-vis de la propriété. Eh bien, et si l'on passe maintenant au volet historique, vous savez que Jean-Jacques Rousseau a été un grand inspirateur des révolutionnaires, et donc, à la Révolution française, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé en ce qui concerne la propriété privée? Alors, eh bien, il y a eu une déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et là, deuxième interrogation. Alors, qui est-ce qui va me dire quels sont les droits de l'homme et du citoyen? La propriété. Eh bien, le premier, c'est la liberté. Et le deuxième, c'est la propriété. Donc, là, c'est libre, ils sont libres de droit et de ça. Là, c'est libre. le premier, non, on parle des droits qui sont inscrits. Oui, c'est ça d'ailleurs. Les hommes naissent libres et égaux en droit. Et ces droits sont, donc c'est dans le paragraphe, le chapitre 2, ces droits sont, premièrement, la liberté, deuxièmement, la propriété. Alors, pour des émules de Jean-Jacques Rousseau qui trouvent que la propriété, c'est inadmissible, que ça a perdu le genre humain, bon. Il y a une notion de valeur de propriété, c'est-à-dire qu'entre l'ancien monde et le nouveau monde, la propriété a changé. Et jusque dans les années, fin du 19e siècle, il y avait des tas d'histoires où les orphelins revendiquaient la propriété morale d'une maison ou d'un terrain. C'est resté très longtemps cette propriété morale. Alors que maintenant, on est dans une propriété différente. Alors, bon, moi, ce que je voulais juste faire remarquer, c'est que Jean-Jacques Rousseau, qui a été un grand inspirateur des révolutionnaires, a écrit « La propriété a perdu le genre humain », et que le deuxième droit qui a été inscrit dans la Constitution et dans la Déclaration des droits de l'homme, c'est le droit de propriété. Après, comment ça s'est passé sur le terrain et les cas particuliers, c'est un autre sujet. Donc, les deux premiers, mais vous ne m'avez pas donné les deux autres, parce qu'il y en a 4. La sûreté et la résistance à l'oppression. Alors, je passe sur le fait qu'ils ont tous été violés, la liberté, tous, la propriété, tous, ils ont tous été violés à la Révolution. Et, je n'ai pas beaucoup d'éléments sur la nature de la propriété sous l'Ancien Régime. Peut-être qu'Henri va pouvoir nous apporter des précisions à la fin. Et quoi qu'il en soit, il y a eu des grandes évolutions, notamment dans le statut des personnes, puisque pendant la période, à partir de la christianisation, le servage, l'esclavage qui était pratiqué sous l'Empire romain, et s'est progressivement transformé en servage. Il y a une grande différence. Mais quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse de l'esclave ou du serf, ils avaient quand même droit à une petite propriété. Dans la Rome antique, l'esclave pouvait avoir un pécule, se constituer un pécule, et il est arrivé que l'esclave se rachète lui-même à son maître. Le droit ancien, le droit celte, c'est la terre qui fait l'esclave, qui fait le servage. C'est-à-dire que si vous le laissez sur une terre serve, vous devenez serve. Et si vous êtes sur une terre libre, vous êtes libre. Donc c'est la notion de propriété foncière qui crée le droit et qui crée la hiérarchie. D'accord, mais la notion de servage et la notion d'esclavage sont complètement différentes,
puisque l'esclave est considéré comme du bétail. Propriété. Il est vendu seul, il peut être vendu séparément de sa famille, et le servage est un considérable adoucissement c'est un de autre l'esclavage. fonctionnement. C'est un tout autre fonctionnement qui a été mis en place sous l'influence du christianisme. Et donc, on a créé effectivement cette situation qui consiste à diminuer le poids de l'esclavage en interdisant la vente d'un individu seul. Et de sorte qu'on vendait des territoires entiers, des villages entiers, et on n'avait pas le droit de séparer une personne de sa famille. Voilà. Donc c'est un très grand changement par rapport à l'esclavage antique. Voilà, donc... 1315, la fin des esclaves. D'accord, mais si vous voulez prendre la place... Bon, dans son livre « La femme au temps des cathédrales », Régine Pernoud cite un exemple de Marguerite de Gironde, qui était donc propriétaire de 2 villages de 87 familles, et elle leur a donné droit de jouissance sur les bois, les landes et les packages. Et à la page 251, elle cite la vie du cerf Constant Leroux, qui finit par acquérir en même temps que sa liberté un bien appréciable. Donc, le statut d'esclave ou le statut de serf n'interdisait pas une certaine forme de propriété privée. Voilà, donc, sous l'Ancien Régime, le roi et les seigneurs sont propriétaires de très grandes surfaces, mais les habitants peuvent acquérir des biens immobiliers de petite taille et, quelquefois, les agrandir. Alors, géographiquement, c'est intéressant d'aller jeter un petit coup d'œil en Angleterre, parce qu'en Angleterre, les principes de la propriété ne sont pas les mêmes qu'en France, et en particulier, on y pratique des baux amphithéotiques, c'est-à-dire des baux de très longue durée. D'après mes informations, la ville de Londres est la propriété de quelques aristocrates, voilà, 3, qui ont cédé des espaces immobiliers à des personnes pour une durée de 99 ans. Et au bout de 99 ans, ces propriétés immobilières reviennent dans la propriété de ces nobles qui sont propriétaires en titre. Et donc c'est une rente éternelle, parce que au bout de 99 ans, la famille de ces aristocrates récupère les biens, et comme ils n'ont pas tous donné tout l'ensemble en même temps, ils ont continuellement une rente qui tombe à ce sujet. Et cela a inspiré la notion de propriété en temps partagé. C'est très courant, et il existe des propriétés en temps partagé dans des résidences de vacances comme en Espagne en particulier, ça se fait beaucoup, en France aussi, donc dans tous les pays, dans toute l'Europe, on peut trouver des résidences en temps partagé. Moi, par parenthèse, j'ai fait cette bêtise d'en acheter une semaine il y a 25 ans, impossible à revendre, c'est un autre sujet. Et pourquoi je vous en parle? C'est que on peut facilement imaginer quelle convoitise peut susciter l'idée d'être propriétaire d'un terrain ou d'une maison et de la louer, enfin de la vendre théoriquement pour 99 ans et de récupérer, ou ses héritiers de récupérer au bout d'un certain temps, et puis d'être tranquille jusqu'à la fin du monde, quasiment. Hein? Voilà. Tu compléteras, ou tu veux compléter tout de suite? Un des principaux lords, c'est Lord Grosvenor, duc de Westminster. Bon, voilà. Bon. Voilà. Donc, je crois que cette particularité anglaise a fait des envieux. Et maintenant, on entend de plus en plus de déclarations alarmantes. Et donc là, je viens à la situation en France de nos jours. Donc, pour le moment, je vais vous parler des déclarations. Ensuite, je vous ferai une petite liste des mesures concrètes qui ont été prises pour créer des limitations à la propriété. Alors,
Le Figaro a publié le 14 novembre 2019 un article de Guillaume Erard qui reprend l'idée d'un militant socialiste, Gaspard Ganzer, qui a été candidat à la mairie de Paris, d'imposer un loyer aux propriétaires qui possèdent des logements vacants. Donc là, il s'agit des logements vacants. Et il propose que les propriétaires paient des prélèvements sociaux sur les loyers qu'ils verseraient à eux-mêmes s'ils louaient leur logement. Et on appelle ça des loyers implicites. Et donc, on a la notion de loyer implicite est utilisée par l'INSEE, donc loyer fictif, loyer implicite, pour mesurer le taux d'effort en logement des ménages. Alors, une autre mesure qui a été rapportée par Guillaume Pelletier le 29 mars 2019, avec un article du Figaro dans le titre « Fiscalité des propriétaires privés dans le viseur ». Donc, il semble qu'à la sortie du grand débat, Emmanuel Macron semble réfléchir à une augmentation des impôts sur les 58% des Français propriétaires, notamment pour financer la suppression de la taxe d'habitation qui coûtera 23 milliards d'euros à l'État. Donc, les propriétaires sont déjà surtaxés et désormais ils sont assimilés à des rentiers, c'est-à-dire qu'ils sont visés pour le prochain matraquage fiscal du gouvernement, un matraquage encore plus grand que celui qui existe déjà. Et cet acharnement n'est pas tout à fait nouveau, puisque Emmanuel Macron avait déjà fait sentir qu'il n'aimait pas les propriétaires. Depuis 2017, il n'a cessé de dénoncer ceux qui avaient acquis ou hérité d'un bien immobilier qu'il avait acquis par leur travail. Avant 2017, il affirmait publiquement « Si la propriété est un accès à l'immobilisme géographique et social, on peut questionner la fascination pour une société de propriétaires. » Donc, le fait des propriétés, d'être propriétaire, entraîne l'immobilisme géographique et social. Et nous allons voir que c'est quelque chose qu'on cherche à empêcher, que certains. En septembre 2017, Emmanuel Macron s'adressait aux bailleurs et exigeait une baisse des loyers pour compenser la diminution des APL. En janvier 2019, il déclarait devant les maires que l'immobilier ne créait pas d'emplois. Quand on passe à Voiron, on a du mal à imaginer que ça ne crée pas d'emplois, il pose des immeubles de partout. Et donc, le même mois, il suggérait de réguler les plus-values immobilières en ciblant principalement les résidences principales. Dans un article de Résistance républicaine, Christine Tazin a attiré l'attention sur le fait que l'immobilité, dont il a été question il y a un instant, était visée par des mesures et qu'elle rappelait que Jean-Pierre Chevènement avait avoué, mais il a été un des rares à avouer, que la maison à 100 000 €, c'était une mesure qui avait été prise à ce moment-là, c'est une mesure qui permettait à des gens très peu fortunés d'accéder à la propriété, et donc il disait que c'était une belle sottise, et qu'il fallait conserver toute une partie de la population sans attache, mobile, pour répondre aux besoins des entrepreneurs, d'où aussi la nécessité d'avoir des gens peu instruits, peu diplômés, pour qu'ils acceptent de faire n'importe quel boulot à n'importe quel prix. Elle fait remarquer aussi dans le même article que les mesures de construction de logements concernent aussi le logement des immigrés. Et elle fait remarquer qu'avec l'accroissement du nombre d'immigrés présents en France, et il y a un grand besoin de logement, eh bien, lorsqu'il y a des constructions de logements, il est obligatoire d'inclure un quota de l'ordre de 25% de logements sociaux obligatoires.
Et c'est donc un poids aussi sur les personnes qui payent les impôts, puisque les communes contribuent à cet effort. Donc, rendre l'accession à la propriété plus difficile et plus rare fait partie d'une préoccupation qui semble être celle du gouvernement et de certaines personnes qui s'expriment sur ce sujet. Alors, dans un article de France Stratégie le 11 octobre 2017, France Stratégie est l'organe de réflexion rattaché à Matignon, il a été question de créer un droit de préemption généralisé de l'État sur les propriétés privées pour remplir les caisses. Et donc, le titre est « Comment assurer la résorption des dettes publiques en zone euro ?» Et cet article, cette note de cette société, évoque plusieurs pistes que ses auteurs définissent volontiers comme polémiques. Certains iront jusqu'à les qualifier de dangereuses, écrit-il, en particulier celle-ci, permettre à un État excessivement endetté de décréter qu'il devient propriétaire de tous les terrains construits résidentiels, et ce, à hauteur d'une fraction limitée de leur valeur. C'est-à-dire, non seulement on vous paye, mais pas grand-chose. Voilà. Alors, pour prouver à ses créanciers que sa dette est soutenable, l'État concerné pourrait, dès lors, devenir copropriétaire d'une partie des terrains résidentiels. En échange, les propriétaires privés lui verseraient l'équivalent d'une rente annuelle. S'ils ne veulent pas la payer, l'État récupérerait la somme due lors de la vente ou de la transmission du bien, l'équivalent en somme d'un nouvel impôt sur le capital immobilier résidentiel ou d'une hausse des droits de transmission. Voilà, donc il me semble que ça s'appelle de la spoliation et la fin du concept de propriété privée. Voilà. Et l'immobilier est une cible fixe, visible et identifiée, qui est très facile à shooter, hein, contrairement à des cibles mobiles ou à des cibles furtives et indétectables, pour protéger son patrimoine. Alors, quelqu'un d'autre fait remarquer que qu'est-ce que c'est que la mobilité? Qu'est-ce qui empêche la mobilité des salariés? C'est qu'ils ont un toit, une maison, et qu'ils ont besoin de constituer un petit Ça n'empêche pas la mobilité. capital. Le fait d'être propriétaire, si, quand même. Non, ça n'empêche pas complètement. Ça n'empêche pas complètement. Mais ça empêche quand même suffisamment, ça les empêche. Voilà. Donc, le propriétaire est considéré comme un rentier et comme un poids mort parce qu'il ne bouge pas. Voilà. Et puis, qu'est-ce qui va se passer si on empêche les gens enfin, si on fait en sorte que les biens ne puissent pas être transmis, les gens vont vendre à perte et puis à qui vont aller ces propriétés. Alors, parallèlement à ces mesures, eh bien, on constate que les ressortissants étrangers sont exonérés de taxes. Et c'est la sénatrice UDI-UC de l'Orne, Nathalie Goulet, qui a dénoncé le 27 octobre 2016 la convention fiscale conclue entre la France et le Qatar qui exonère d'impôts les plus-values immobilières et les gains en capital et réalisés en France par l'État du Qatar. C'est mieux de Sarkozy. Alors ça, c'est une mesure concrète, les autres sont encore dans les cartons, elles ne sont pas encore mises en application, mais ça ressort fréquemment, de plus en plus fréquemment. Et par ailleurs, il y a des mesures qui ont été prises contre la propriété individuelle, des mesures réelles, exactes, qui existent déjà. Eh bien, lorsqu'on est propriétaire et qu'on a dans son logement un propriétaire qu'on appellera indélicat, il est extrêmement difficile, un locataire, il est extrêmement difficile de le faire partir. Il faut faire appel, il faut justifier, faire des procès, obtenir la force publique, etc. Et ils peuvent rester des années sans payer. Donc c'est une mesure qui contribue à décourager les éventuels bailleurs. Et c'est assez différent.
la loi en Belgique est beaucoup plus rigoureuse lorsque les locataires ne payent pas, ils sont rapidement Et quand ils payent, expulsés. ils ne sont pas imposés. Comment? Quand ils payent, ils ne sont pas imposés sur le revenu. Ah, Certains. oui, Parce que j'ai des amis en Belgique. oui. En tout cas, Pas tout à fait j'ai pareil. eu quelques informations sur la Belgique. Et en Belgique, il n'est pas facile. Quelqu'un qui ne paye pas son loyer ne peut pas rester dans un logement. Alors qu'en France, il peut rester très longtemps. Donc, ce n'est pas très incitatif. Ensuite, dernièrement, on a entendu beaucoup d'affaires concernant les squatteurs. Alors, la loi en France est faite de telle façon. Et alors, il y a d'abord eu une loi en 1991 qui a été renforcée par la loi Dallot, portée par Madame Boutin, qui fait qu'un squatteur qui vient occuper un logement pendant 48 heures et qui peut fournir la preuve qu'il a reçu quelque chose à cette adresse, ne serait-ce qu'un ticket de pizza, de commande de pizza, mais c'est authentique, hein. Et il devient inexpulsable. C'est fini. Au bout de 48 heures, il peut rester dans le logement et il faut entamer. Et c'est le propriétaire qui est à la porte, comme on a vu donc à Théoul, dans la Nièvre, une dame qui était en EHPAD et dont la maison a été squattée. Donc ça a créé un battage, mais il y a des quantités de cas. Et dans la Nièvre en particulier, les journalistes ont fait parler les squatteurs qui ont dit mais la loi nous permet. Voilà, la loi nous permet. Donc C'est fini, hein. voilà. C'est terminé. Hein. Oui, maintenant. Il est Ah oui, mais tant mieux. Et voilà. Alors, la première affaire avait eu lieu. Alors, c'était en 2000. Ouais, c'est ça. Je ne vais pas noter la date. C'est une vieille dame qui était à l'hôpital et Marion Maréchal Le Pen avait été intervenue auprès du ministre des Affaires sociales en faisant remarquer que la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale s'avère porter de graves préjudices pour le droit du propriétaire d'un domicile. En effet, lorsqu'un propriétaire n'a pas entrepris de démarche dans les 48 heures suivant l'installation du squatteur, ces derniers peuvent invoquer la loi Dallot. Donc c'est en 2015. Voilà. Eh bien, il a quand même fallu 5 ans. Hein, mais avant, moi j'avais déjà entendu parler de ce cas-là par l'Institut pour la justice, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a déjà très longtemps qu'ils parlent du... comment ils appellent ça, du vol de logement. Voilà, en français c'est le vol de logement. On va pas prendre le mot anglais. Et donc, voilà, il y a eu... comment faire, par exemple, si la personne est à l'hôpital, comment est-ce qu'elle peut, si elle ne constate pas que le logement est occupé, au bout de 48 heures, voilà. Alors, un autre moyen de décourager les candidats à la propriété, ce sont les taxations, qui en France sont extrêmement élevées. On peut même dire qu'elles sont abusives. Et par exemple, sur les successions, la France est la championne d'Europe. L'impôt sur la transmission est extrêmement élevé et l'abattement est le plus faible d'Europe, c'est de l'ordre au maximum de 100 000 €, c'est un des plus faibles d'Europe. Et au niveau mondial, seul le Japon, avec un taux d'imposition en ligne directe de 55% et la Corée du Sud avec 50%, taxe plus lourdement les successions qu'en France. Donc c'est en France qu'on taxe le plus. Et donc avec de tels taux, la France figure parmi les pays qui taxent le plus l'héritage et la donation. Et 15 des 35 pays de l'OCDE étudiés n'imposent pas du tout les successions. Toujours dans un article du Figaro. Alors, dans les faits, le Portugal a abandonné la taxation en 2004, la Russie en 2005, l'Autriche en 2008, la République tchèque en 2015, tout comme la Norvège. Voilà. Donc, la détention d'un bien immobilier est déjà 5 fois plus taxée en France qu'en Allemagne, selon Eurostat. Et en 2013, vous avez peut-être entendu parler de cette loi que le gouvernement a fait voter
en majorant la taxe sur le foncier non bâti dans un certain nombre de communes. Et cette disposition est programmée pour entrer en vigueur en l'année 2016 de 5 € au mètre carré. Donc si vous possédiez un terrain, vous avez hérité d'un potager dans un village de 1000 mètres carrés et c'est devenu une zone constructible, vous n'avez rien construit, vous devez payer 5 € par mètre carré, ce qui fait quand même 5000 € pour vos 1000 € de potager. Et donc c'est... C'est dans des zones bien particulières. C'est pas partout. Non mais c'est... C'est dans des zones bien même si particulières. c'est qu'un seul endroit. Je veux dire par là, c'est pas toute la France. Mais c'est pas... oui, mais il commence par un endroit, puis après il met ailleurs. De toute façon, c'est pas C'est là choquant. où il y a beaucoup de demandes. Mais c'est pas choquant d'avoir un terrain de 1000 mètres carrés, d'avoir récupéré au fin fond d'une campagne. Moi, je me souviens d'une vidéo. Non, mais justement, ça sera pas au fin de la campagne, c'est ça que je veux vous dire. Par contre, vous voulez parler par exemple de la Haute-Savoie, où là, forcément, il y a une pression immobilière tellement grande de la part des Genevois en particulier qu'il faut augmenter les prix, si bien que normalement, les gens du coin peuvent de moins en moins bien se loger. Oui. C'est pour ça qu'ils ont fait cette chose-là, qui n'est pas forcément Ils ont juste. toujours de bonnes excuses, mais Qui n'est enfin, pas juste, mais n'empêche bon. que 5000 € pour un potager, ça fait un peu cher la taxe foncière, Ça fait non? cher les tomates. Non, c'est pas... Bon. Ouais. Alors, là, c'est un cas un peu particulier, certainement, je n'ai pas la suite. Région parisienne, mais il y PACA avait et Haute-Savoie. un industriel qui avait un terrain dans l'Essonne, pour lequel il payait 451 € en 2017, et il est passé... alors, il a eu une augmentation de 15 000%. Bon, c'est un cas un peu particulier, certainement c'était dû à une erreur. Alors, il y a encore quelques autres méthodes pour décourager les propriétaires. Eh bien, on a à Bordeaux, ils ont trouvé une méthode qui consiste à faire une injonction de travaux dans un temps limité. La personne, et en même temps, la mairie, lorsque le propriétaire demande la permission de faire les travaux, la mairie s'y oppose. Et comme le propriétaire n'a pas respecté l'obligation de faire des travaux à cause de l'opposition de la mairie, malgré tout, il est soumis à l'obligation de brader son bien. Et à Bordeaux, en tout cas, ça passe par une officine qui agit pour la mairie de Bordeaux et qui s'appelle Incité. Alors, c'était un cas qui s'est produit il y a quelques années. Alors, un autre élément qui consiste, qui va peser sur les propriétaires, c'est la suppression de la taxe d'habitation, puisque c'était une part importante des revenus des communes et qu'il va falloir trouver une compensation. Et donc, la taxe d'habitation représente environ un tiers des recettes des communes. Donc il va falloir trouver l'argent quelque part. Et cette compensation sera faite certainement sur la hausse de la taxe foncière, c'est-à-dire qu'elle sera supportée par les propriétaires. Voilà. Donc on peut imaginer que beaucoup de gens Répercuteront sur les locataires. Voilà. Comment? Propriétaires qui, s'ils louent, ils répercuteront sur les locataires. Oui. Mais... ouais, non mais... Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Peut-être, mais en tout cas, moi, ce que j'ai vu en région parisienne, j'ai habité 13 ans en région parisienne, et j'étais dans un quartier, enfin un secteur qui était autrefois un secteur de maraîchage, et il n'y avait que des petites maisons, des maisonnettes même, toutes petites, et avec la pression urbaine, les terrains ont été tous rachetés, et les gens qui étaient restés dans leur maisonnette n'arrivaient plus à payer les taxes foncières. Et donc, il n'y avait pas de locataires ou quoi, et ils ont été obligés de vendre, et ça a été démoli et reconstruit, et ils ont été obligés de partir. C'est le cas aussi en Tarentaise, pas loin de chez nous. Ben, partout, c'est comme ça. Voilà. Et donc, il me semble qu'un des scénarios possibles, c'est que les gens ne pourront pas payer, et ils vont mettre en vente, mais ils ne trouveront pas de personnes de leur catégorie pour acheter, parce qu'ils seront dans la même situation.
Donc, ils vont être obligés, ils ne trouveront pas d'acheteurs, ils vont être obligés de brader. Et qu'est-ce qu'il va racheter? Alors voilà, des promoteurs ou des grosses sociétés. Voilà. Et donc, c'est aussi une manière de supprimer la propriété privée. Voilà. Et le but étant que tout le monde soit locataire. Voilà. Et comme ça, on paye tout sa vie un loyer et on ne capitalise rien. Et, voilà. Et puis en plus, l'État se débarrasse des communes. Elles aussi, elles vont couler, puisqu'elles n'ont plus de ressources, et c'est pourtant l'instance la plus proche des administrés. Voilà. Alors, est-ce que nous allons vers une spoliation par une taxation confiscatoire? C'est pas possible. En tout cas, ça m'a l'air. Et ça m'a rappelé un programme, le programme d'un auteur connu du 19e siècle. Alors, voyons si vous... Troisième interrogation écrite. Voyons si vous savez qui est l'auteur de ce programme. Premièrement, expropriation de la propriété foncière et affectation de la rente foncière aux dépenses de l'État. Deuxièmement, impôt fortement progressif. Troisièmement, abolition de l'héritage. Quatrièmement, confiscation des biens de tous les émigrés et rebelles. Cinquièmement, centralisation du crédit entre les mains de l'État au moyen d'une banque nationale dont le capital appartiendra à l'État et qui jouira d'un monopole exclusif. Il y en a encore quelques autres. Trop d'autres. Non, c'est pas possible. Guizot, Thiers, Quelle année? des gens comme ça. 19e, les Saint-Simoniens? 19e. Les Saint-Simoniens, non? Guizot, non? Ben non, c'est Marx. J'avais pensé, C'est manifeste du Parti communiste. communiste. Parfaitement. Voilà. Donc, expropriation de la propriété foncière et affectation de la rente foncière aux dépenses de l'État, impôt fortement progressif, abolition des héritages, confiscation des biens, etc. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, ça me fait penser à ça. Hein. Ce que je vous ai... C'est l'impression que j'ai eue. Voilà. Donc, la propriété collective des moyens de production, donc le terrain, les propriétés, les logements ne sont pas les moyens de production, sauf de quelques foyers, mais c'est le grand dada du marxisme que la propriété privée des... Oui, je veux juste ajouter, Proudhon avait été élu député en 1848 et il avait proposé la suppression de la propriété foncière à l'Assemblée nationale. Il y a eu deux voix, la sienne et celle d'un tisserand lyonnais. Par exemple, c'est une assemblée notable, donc elle n'avait pas supprimé la propriété foncière. Voilà. Donc il y avait eu deux voix. Voilà. Alors, donc, je ne vais pas tarder à conclure. Interdire l'héritage, interdire de capitaliser, de constituer un patrimoine, interdire l'héritage, c'est empêcher la constitution d'un capital important. Parce qu'il faut recommencer à chaque génération. À chaque génération, on part à zéro. Et donc, c'est aussi garantir à ceux qui ont déjà un capital et qui arrivent à échapper à ces mesures, eh bien, de rester maître du terrain, ad vitam aeternam, donc comme les nobles britanniques ou comme les gens qui réussissent, qui ont des sociétés qui deviennent propriétaires de tous les logements où les gens habitent et tous les gens qui sont locataires. Voilà, donc l'autre conséquence, c'est que le terrain, la place est libre, ils n'ont personne pour s'opposer à eux, puisque la propriété immobilière est un moyen de se constituer un patrimoine important. Donc nous avons un exemple avec Donald Trump. Il s'est constitué un capital très important grâce à ses propriétés immobilières, à ses activités immobilières. Il a ruiné pour l'instant. Non, il a hérité. Non, il a hérité d'un million, il a ruiné la famille. Oui, il est ruiné alors, il ne paye pas d'impôt, c'est qu'il est ruiné. Parce qu'ils ont dit ce matin aussi. La Trump Tower. La famille, le père de Trump a commencé à constituer un capital et Donald Trump l'a agrandi. Mais quel est ton... L'idée, c'est que Donald Trump a payé sa campagne avec ses fonds propres. Et il n'aurait pas pu le faire. Pas propre, pas si Ah bah, une partie, en tout cas, une forte partie de ses biens propres. Il a financé sa campagne avec une bonne partie de ses biens propres. Ah oui, oui. Bien sûr qu'il a dû faire appel à des donateurs. Il a certainement eu des donateurs et il a fait des emprunts. Mais ce que je veux dire, c'est que sa puissance de frappe, elle est venue
du fait qu'il possédait une fortune personnelle considérable. Voilà, on peut être d'accord sur les présidents américains. Comme tous les présidents américains, une bonne partie. Oui, c'est le règne de l'argent. Le règne de l'argent. Oui, mais il était moins dépendant que d'autres. Voilà. Il était moins dépendant que d'autres de certains bailleurs de fonds. Voilà, ça c'était Derrière, important. c'est Rockefeller. Ben, c'était ça l'idée. Voilà. Et il y a un autre cas. Un cas que j'ai trouvé dans l'histoire de deux peuples de Jacques Bainville. Voilà. Eh bien, c'est l'histoire des Hohenzollern. L'histoire de la Prusse s'identifie avec celle des Hohenzollern. Et c'est l'histoire d'une famille qui a persévéré dans le même effort, qui a administré ses États comme son propre patrimoine. Les Hohenzollern se sont comportés dans les moindres détails comme ces paysans qui font valoir leurs biens, qui l'arrondissent, qui s'enrichissent et s'élèvent à force de prévoyance et d'économie. Avant de penser à la mission allemande de la Prusse et d'aspirer à l'Empire, les Hohenzollern ont surveillé en bons pères de famille, en soigneux et modestes propriétaires, l'exploitation et le défrichement du pays. Et avant de devenir électeurs, ducs, rois en Prusse, empereurs en Allemagne, ils ont gravi les premiers degrés de la fortune par la pratique de l'économie paysanne et de la théorisation. Voilà. Alors, donc, pour conclure, après, moi, j'ai fait juste un survol, comme je vous l'ai dit, j'ai rapporté certains éléments, je les ai rapprochés. Après, vous pouvez vous faire votre propre opinion et vous n'êtes pas obligé de suivre non plus. Voilà. Mais en conclusion, eh bien voilà, petite surprise. Eh bien, la conclusion, c'est que la propriété, c'est la liberté, point d'exclamation. Et alors, quatrième interrogation, qui est-ce qui a dit Eh bien, c'est Proudhon, bien c'est sûr. Proudhon, dans un article de Alex Corbel sur Agoravox, donc cet auteur rappelle que, en fait, la propriété privée, pour Proudhon, après qu'il a mûri, a été présentée comme un rempart de l'individu contre l'État. Et donc sa vision d'une société de coopération régie par des contrats volontaires est tout à fait libérale, mais malgré son anticapitalisme, il finit par reconnaître que la propriété individuelle, absolue et incoercible, peut assurer la protection des faibles contre l'État, qui est l'ennemi véritable du citoyen. Après, voilà. Donc, je cite, dans son théorie de la propriété qui est de 1862, alors que le précédent était dans les années 30, la propriété est la plus grande force révolutionnaire qui existe et qui se puisse opposer au pouvoir, ou trouver une puissance capable de contrebalancer cette puissance formidable de l'État. Il n'y en a pas d'autre que la propriété. La propriété moderne peut être considérée comme le triomphe de la liberté. La propriété est destinée à devenir, par sa généralisation, le pivot et le ressort de tout le système social. Donc, théorie de la propriété, 1862. Et il assure, Proudhon, que sa célèbre formule « la propriété c'est le vol » a été mal comprise. Il s'en explique en 1849 dans les Confessions d'un révolutionnaire. Dans mes premiers mémoires, attaquant de front l'ordre établi, je disais par exemple « la propriété c'est le vol », il s'agissait de protester, de mettre pour ainsi dire en relief le néant de nos institutions. Je n'avais point alors à m'occuper d'autre chose. Aussi, dans le mémoire où je démontrais par A plus B cette étourdissante proposition, avais-je soin de protester contre toute conclusion communiste. Et dans le système des contradictions économiques, après avoir rappelé et confirmé ma première définition, j'en ajoute une toute contraire, mais fondée sur des considérations de notre ordre, qui ne pouvaient ni détruire la première argumentation, ni être détruite par elle. La propriété, c'est la liberté. Et donc, la formule « la propriété, c'est le vol » ne condamnait pas la propriété en soi, mais l'injuste distribution de la propriété qui est le fait de l'étatisme. Alors là, ça nous amène à un autre sujet, donc c'est la répartition des biens. Comment fait-on? Ça aboutit à un émiettement et ça ne peut plus aller. Enfin, ça pose d'autres problèmes. Et donc, voilà, donc Proudhon finalement réhabilite la propriété. Et dans la situation actuelle, on a l'impression que le désir de supprimer la propriété qui se présente n'est pas inspiré par les considérations évangéliques dont nous avons parlé au début,
On dirait plutôt qu'elle vise à concentrer la propriété privée entre les mains d'un tout petit nombre. Et voilà, dans la revue Limite, Renaud Beauchard écrit « Il existe une autre façon d'envisager la propriété, non plus comme le glaive du capitalisme, mais comme le socle de la démocratie locale. La propriété privée, écrivait Simone Veil dans l'Enracinement, est un besoin de l'âme, qui s'exprime par un sentiment d'appropriation de tout ce dont l'homme a fait longtemps et continuellement usage pour le travail, le plaisir ou les nécessités de la vie. » Et Simone Veil d'ajouter que le sentiment, il s'agit de Simone Veil, la philosophe, hein, vous avez tous compris, d'ajouter que le sentiment d'injustice né de la propriété provient de l'arrachement insupportable qui se produit lorsque ce sentiment ne coïncide pas à la propriété juridique. Veil introduisait donc un élément de mesure dans l'appréhension de la propriété. L'ennemi n'est pas la petite propriété en soi, mais sa démesure. Voilà, et j'ajouterai aussi en codicile, mais ce n'est pas tout à fait le sujet, c'est que la propriété privée en Europe, enfin dans le monde occidental, a été le moyen aussi du développement de la civilisation. Parce que si on compare avec l'Afrique, où il n'y a pas, pour ainsi dire, de propriété privée, tout est collectif, eh bien, c'est un frein au développement économique. Et donc, ma conclusion, ça c'était ma conclusion, mais la conclusion de la conclusion, ce sera de vous inviter à comparer la situation actuelle, et donc les gens qui ont pour projet de mettre fin à la propriété privée, de comparer avec Louis XIV. Louis XIV disait « Lorsque mes sujets s'enrichissent, je m'enrichis ». Exactement. Voilà. Merci, Nadia. Peut-être juste pour compléter cette intervention, il faut rappeler quels ont été les juristes qui, dans l'ancienne France, ont peu à peu édifié tout notre droit de la propriété. Et il y en a un qui est très important, qui est Jean Bodin. Et Jean Bodin puisait dans les grands auteurs, les auteurs classiques, une présentation de la propriété en rappelant qu'il y a trois attributs dans la propriété. Il y a l'usus, l'usage d'un bien, il y a le fructus, les fruits, donc quand on est propriétaire et qu'on loue, eh ben, on touche un loyer, et le loyer c'est les fruits du bien. Et puis il y a l'abusus. Et ce que Jean Bodin a édifié, c'est un droit éminent du roi, et donc de l'État, donc l'intérêt commun, le bien commun national, sur toute propriété. C'est-à-dire toute propriété, elle doit être mesurée, elle doit être limitée. Et la doctrine sociale de l'Église ne dit pas autre chose. Elle pose le principe de la destination universelle des biens, mais, comme Simone Veil le disait, la propriété est une des façons d'être humain. Pour une raison toute simple, c'est que lorsqu'on est paysan et qu'on défriche un espace, qu'on enlève les pierres, il faut bien les poser quelque part, donc on crée des limites, et à l'intérieur de ces limites, on a à la fois des droits, c'est-à-dire qu'on est chez soi, mais on a aussi des obligations qui sont de défricher, qui sont d'entretenir, qui sont d'éviter que ça brûle, d'éviter que ça nuise à autrui. Donc, dans cette présentation, moi je dirais qu'il faut toujours avoir à l'esprit que la propriété, elle crée bien sûr un droit de propriété, mais un devoir aussi de propriétaire. Quand on est propriétaire, on doit éviter que l'incendie puisse se propager, on a donc des obligations. Et c'est en oubliant toutes ces obligations qu'on ruine un peu les fondements de la propriété. Et souvent, il y a des propriétaires qui sont indélicats ou qui ne respectent pas une simple morale humaine de base, lorsqu'ils n'entretiennent pas leur bien, que ce bien menace ruine, ou que ce bien est donné en location à une famille, alors qu'il présente un danger, et que par conséquent, il ne pourrait pas être loué. Donc on voit bien que la propriété, elle doit avoir des limites. Et l'accaparement par quelqu'un comme Fouquet, pour citer Fouquet au moment de Louis XIV, mais il y a bien eu d'autres, Jacques Coeur, il y a bien eu des gens qui étaient habiles, c'est vrai, ils étaient travailleurs et habiles, mais ils ont accaparé
des biens, et notamment des biens communs. Hein. Et souvent, dans les villages, il y avait tout de même des pâtures qui étaient communes et qui permettaient aux gens qui n'étaient pas propriétaires de faire paître leurs animaux dans les pâtures communes. Les coupés de bois. Voilà. Le bois, par exemple, la fouage en Savoie, ça existe toujours. Chez nous aussi, on les a reçus. La fouage, ça consiste à attribuer à celui qui s'inscrit pour aller entretenir une parcelle de forêt, ben, il a le droit d'exploiter cette forêt, mais bien sûr, pas gratuitement, il doit payer une contribution. Voilà, donc, ce qui est, je crois, dans le droit anglo-saxon, ce qui a été excessif, c'est, je crois, cette absolutisation de la propriété, et on le trouve aux États-Unis. Usus et abusus. Voilà. Oui, Et notamment, souvenez-vous de tous les westerns où le propriétaire d'un grand ranch croyait qu'il avait même droit de vie et de mort sur tout ce qui se passait dans sa propriété. Et ça, c'est proprement anti-chrétien, et puis c'est même anti-économique. Enfin, je crois qu'un propriétaire, on n'a pas à respecter un droit absolu de propriété. La propriété, elle a des limites. J'en veux pour exemple le sous-sol et l'air. On sait bien que lorsqu'on est propriétaire, on est propriétaire du sol, mais le sous-sol, jusqu'à 1,50 m. Le sous-sol, il appartient à tous. Il n'appartient pas qu'aux propriétaires. Pareil pour l'air qui est au-dessus d'une propriété. On voit bien que s'il en abuse, s'il construit un gratte-ciel qui est tellement immense qu'il fait de l'ombre à tout le monde, on voit bien qu'il abuse de son bien. Donc on voit bien que la propriété, elle doit être limitée, elle doit être contingentée au bien commun. Et le bien commun, eh ben, c'est dans une commune, eh ben, c'est les habitants de la commune qui déterminent le bien commun. D'où cette idée que la propriété là, est une bonne manière de réguler les relations sociales localement. Mais ça, je pense pas que... Donc tout le code de l'urbanisme... Vous avez l'impression de le contester, ça? Non, mais tout le code de l'urbanisme est bâti sur cette... Non, mais on ne conteste pas cette limitation. Là, moi, il me semble que ce qui est nouveau, qui est dans l'air, c'est qu'on cherche non pas à la limiter, mais à la supprimer. Oui, alors ce qui s'est produit aussi chez les élites, c'est que les élites étant mondialisées, elles sont de nulle part et elles ne sont pas de quelque part. Donc pour des gens comme Macron, qui sont de partout mais pas de quelque part, pour eux, effectivement, la propriété, c'est quelque chose d'incongru. Ils se sentent de nulle part. Il n'est pas spécialement d'un endroit, il est de partout. Ben oui, parce qu'ils ont bien compris. Et on le trouve, malheureusement, chez certains de nos enfants qui ont été travaillés à l'étranger, qui sont devenus des cadres de grandes sociétés et qui, petit à petit, ont perdu leurs racines en France. Ben, on retrouve ces raisonnements-là. Et moi, je le vois, parce que récemment, j'ai eu une conversation avec des gens qui avaient fait de très belles carrières dans des multinationales un peu partout. Pourtant, c'était des proches, des gens que je respecte, mais ils avaient des raisonnements complètement déracinés. C'est des gens qui ne sont plus de nulle part. Aujourd'hui là, demain ailleurs. Voilà. Oui, je voulais revenir. Alors, j'ai lu la théorie de la propriété de Proudhon, au moins il y a 15 mois. Il me semble il fait le distinguo entre la possession et la propriété. Et il donnait comme exemple, donc, pour qu'on ait la propriété, du fait qu'il prenait l'exemple d'un escroquet qui aurait acheté plein de biens, mais qui n'était pas propriétaire de son local, qui faisait faillite. Et il disait que le propriétaire du local récupérait tous les biens alors qu'il n'avait rien payé, et que les biens n'avaient pas été payés non plus. Voilà, il critiquait le système de propriété tel qu'il avait lieu au moment où il a écrit ça, je crois que c'était en 1840, je crois. Il a aussi écrit Philosophie de la misère. Et d'ailleurs, Marx, très énervé contre ce texte, avait répondu par misère de la philosophie. Donc, mais pareil, ce sont des livres que j'ai lus il y a quand même une vingtaine d'années, donc je ne me rappelle plus des détails. Mais c'est vrai que Proudhon n'est pas juste quelqu'un contre la propriété. Alors moi, je voudrais aussi apporter un autre éclairage qui est celui de notre épargne. Aujourd'hui, notre épargne, on la place dans l'immobilier, mais on la place aussi dans l'assurance vie. Et l'assurance vie, là je pars sous le contrôle de ceux d'entre vous qui sont banquiers, l'assurance vie, c'est quoi? C'est souvent des placements immobiliers, soit locatifs à usage d'habitation, soit locatifs à usage de bureau. Enfin, vous avez différents produits d'épargne qui vous sont proposés, mais où c'est toujours cette notion de propriété, mais
d'un bien qui va être mobile, donc une valeur mobilière plutôt qu'une valeur immobilière. Et je pense que dans les banquiers qui nous gouvernent, il y a aussi cette idée qu'il vaut mieux que le peuple soit propriétaire de valeurs mobilières plutôt que de valeurs immobilières. Or, le français, il n'a jamais trop eu confiance dans des valeurs mobilières, parce qu'il s'est fait avoir X fois, et donc il préfère évidemment investir dans quelque chose d'immobilier, parce que là, au moins, il peut le défendre, et personne ne va le lui. Alors qu'une valeur mobilière... Non, c'est ça la question. C'est pas personne ne va le lui prendre, c'est que justement, il y a un projet de le lui prendre. Voilà. Michel? Oui, si vous me permettez, je voudrais aborder le sujet sous un autre angle. C'est-à-dire rester pas tellement sur la propriété que le privé. Bon, il y avait effectivement dans les sociétés traditionnelles des biens communs qui amenaient des propriétés communes. Hein, les glaneuses pouvaient aller dans le champ de quelqu'un d'autre, ramasser si elles faisaient partie de la paroisse. Puis les bois, ben, il y avait ces choses. Et puis, il y a eu, avec les principes à la fois libéraux et révolutionnaires, une coupure radicale entre l'État, une sorte de généralité, et l'individu privé, et qui, chez nous en France, est une obsession. Alors, je parle avec des dates, en Suisse, les Français se moquent facilement, parce que les Suisses, lorsque vous jetez un papier gras dans une petite ville, où il y a de monde là, les ramasser, puis aller mettre ça ailleurs. C'est-à-dire qu'ils se sont appropriés le bien commun. En France, le commun, enfin ce qui n'est pas privé, c'est res nullius. J'avais un voisin, bon niveau économique, chez lui ça aurait été impeccable, on aurait mangé par terre, mais il mettait sur le palier des ordures, des sacs d'ordures. Voilà. C'est-à-dire que dès que ça sortait de son domaine privé, eh bien c'était des zones de personnes. Et on peut dire à l'inverse, la laïcité à la française, c'est quoi? C'est tout ce qui est de l'ordre religieux doit être cantonné au privé. Il ne faut pas théoriquement que ça soit public. Et évidemment, le problème c'est que les Français ils finissent par être honteux s'ils croient, et surtout pas en parler, sinon ça serait pas normal, c'est comme si on parlait des superstitions personnelles. Voilà. Oui. Alors, je vous mets deux, trois petits mots. J'ai bien apprécié votre exposé. Je reviendrai un petit peu sur le bien commun, les propriétés. Vous avez parlé de l'Angleterre, est-ce que vous disiez... Je suis tout à fait d'accord. Par contre, prenez l'Écosse, où ils ont une fiscalité de succession tout à fait particulière. Regardez qui est propriétaire d'Écosse aujourd'hui. Ce sont les Émirats arabes. Parce que, si vous voulez, les propriétés, elles font, pour donner simplement l'exemple du roi, c'est 90 000 hectares. Donc lui, il ne vendra pas, parce que, enfin, le futur roi, parce que c'est, pour l'instant, Charles, il n'est encore pas roi. Mais c'est dans cette dimension-là. Alors après, si vous voulez, il y a deuxième chose en France qu'il faudrait se méfier, c'est à qui on vend. Parce que là, on ne parle pas. C'est les Chinois qui achètent toutes les terres arabes. Les Qataris, les Saoudiens. Et oui, mais quand les Chinois, tous les étrangers. Et après, quand Macron a transformé l'impôt sur la fortune, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appliqué l'impôt sur la fortune qu'on applique aux non-résidents. Parce que non-résident, si il a un patrimoine immobilier lourd en France, il est imposé, même en tant que non-résident. S'il a des valeurs liquides, d'assurance vie, de titres, on ne l'impose pas. Parce que la vraie richesse aujourd'hui, et moi je parle des gens vraiment riches, c'est pas l'immobilier. Plus vous êtes riche, moins l'immobilier représente une part importante dans vos biens. La seule chose qui est importante aujourd'hui, c'est l'argent. Et là, quand maintenant on fait de la bourse avec des nanosecondes,
Ça ne veut plus rien dire. Une entreprise, elle n'a pas besoin de fonds en nanosecondes, elle a besoin de fonds sur le long terme. On a perdu ces notions-là. Et après, on raisonne un petit peu trop franco-français. Malheureusement, l'économie, c'est mondial maintenant, avec tous les travers que ça peut représenter. Voilà, je ne tiens pas plus longtemps. Oui, moi, ça, bien sûr, c'est pas un sujet que j'aurais abordé parce que je n'ai pas de connaissance dessus, mais ce qui a attiré mon attention, c'est justement qu'il y avait visiblement une volonté de supprimer la... Non, de supprimer, on veut taxer. C'est où vous voulez prendre l'argent? Oui, mais au bout d'un moment, oui, on veut taxer, mais en taxant, on rend la propriété impossible. Ah ben, difficile. Voilà. Je suis d'accord. Je suis bien d'accord. On rend la propriété difficile. Pourquoi? Parce que, je vais donner un exemple, sous l'Ancien Régime, tout impôt confondu, l'imposition annuelle était de 18 jours de travail par an. Alors qu'en 2013, elle était de 208 jours par an. L'imposition, tout impôt confondu, cherchez l'erreur. Parce qu'on a un État qui ne sait pas du tout gérer le bien commun, mais il n'en a pas le souci. Qui n'en a pas le souci et qui dépense l'argent qu'il n'a pas. Tout ça parce qu'il est lié à la grande finance internationale qui est derrière. Et depuis 1973, quand on a permis à l'État d'emprunter sur le marché financier, c'est la plus grosse bêtise que Pompidou ait pu faire. Hein, et depuis, bien, ça continue. Et c'est bien pour... Bêtise pour nous, pas pour la grande finance. Et la grosse problématique, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand vous voyez que l'État, au 15 du mois, il est obligé d'emprunter sur les marchés financiers pour payer les fonctionnaires, bon, on fait comment? Et les fonds publics sont tellement mal gérés en France qu'il suffit de relire les rapports de la Cour des comptes. Hein. Et là, vous en avez de bons exemples. Et tout ça mélangé avec le mondialisme. Parce que, en fait, ce qui est cherché derrière, c'est à rendre à ce que l'homme devienne un esclave d'un système pervers, le mondialisme. C'est la théorie du Gestel, rendre l'homme interchangeable, le plus interchangeable possible, et afin qu'il soit un consommateur zélé, et à qui on fera consommer tout et n'importe quoi. Parce que la grande problématique à l'heure d'aujourd'hui, c'est ça, et nos politiques, ils sont tous complices de ce système parce qu'ils en vivent. Juste un petit mot sur la mobilité. Quand vous êtes ouvrier, que vous gagnez 1200 € par mois, vous avez mis 10 ans pour avoir votre HLM à loyer modéré. On est bien d'accord. On vous dit, maintenant, il faut que vous partiez dans la région parisienne. Mais vous allez toujours gagner 1400 € au lieu de 1200, mais faites comment? Vous rentrez dans le domaine, il va vous falloir 10 ou 15 ans à Paris pour avoir un HLM. La personne, elle veut dire non, elle dit mais je peux pas bouger, je peux pas. Et on ne peut pas bouger, financièrement, c'est pas possible parce que vous avez le coût de la vie sur certains endroits. Quand vous vivez en province, vous avez plus de pouvoir d'achat qu'à Paris. À Paris, allez faire le marché. Hein. Allez vous balader sur les marchés, vous allez voir le prix des aliments de base. C'est effroyable. Le marché de Saint-Denis avec tous les Arabes. Ah ben oui, là, il y aura peut-être des prix. On se pique le portefeuille des fois. Mais on se fait détrousser. Voilà. C'est des champions du sport hippique. Est-ce que d'autres personnes veulent intervenir? C'est la propriété privée des classes moyennes ou supérieures, inférieures qui va disparaître. Mais voilà. La propriété des 10% les plus élevés, elle va s'agrandir, cette propriété privée. Les 1% des richissimes. Les très riches. Mais quelqu'un évoquait tout à l'heure quand même la spéculation immobilière sur notamment le foncier, la part du foncier. Il faut reconnaître qu'en France, par rapport à l'Allemagne, par exemple, le poids du foncier est bien plus important qu'il ne l'est, pour une raison toute simple, c'est que notre pays, il a de la valeur, il a un peu plus de valeur qu'il n'en a en Allemagne. Et le résultat de ça, c'est qu'effectivement, les jeunes ménages qui s'installent, notamment dans une région que je connais bien, qui est la région Provence, il est quasiment impossible à un jeune ménage de bâtir une maison. C'est à cause du foncier, c'est pas la construction qui coûte.
Ce qui coûte, c'est le foncier. C'est le foncier. Même Ça à- devient- Oui, mais à quel titre même à Lausanne, hein. il y a une réflexion à avoir. À quel titre pourquoi un prêt à vache il devient brusquement parce qu'un tel a couché avec je sais pas qui? Je donne un exemple. Ça peut être, comme ça peut être autre chose. Il est le riz multiplié par 15, 20. C'est pour ça que moi, personnellement, je suis pour une forte taxation des plus-values. De façon à limiter cette hausse permanente, on s'en sort plus. La plus-value, c'est gagner de l'argent dormant, comme disait un certain tyran. je suis tyran, bien sûr, socialiste. Parce que vous avez parlé des taxes, mais quand à l'île de Ré, les paysans ils se plaignent parce qu'ils payent l'ISF, moi j'avais trouvé la solution. Je dis, vous avez 2 hectares constructibles à l'île de Ré, moi je vous les laissez, vous en prenez 10 en Creuse. Vous pourrez continuer à cultiver, mais vous ne payerez plus l'ISF. Moi je suis un peu dur, mais quand vous avez 2 hectares à l'île de Ré, vous êtes colossalement riche. Pourquoi vous faites Pourquoi vous faites Mais parce qu'on a inventé l'esprit immobilier qui explose. Mais si vous habitez un lieu, c'est comme un immeuble. Si vous ne pouvez plus payer vos charges, il faut vous en aller. Hein. Je suis dur, hein, mais vous êtes dans une société de capitalisme. On n'est pas... Oui, c'est le capitalisme à outrance. Justement, c'est la notion d'impôt spoliataire qu'on développe, c'est-à-dire que l'impôt est une façon de spolier un patrimoine. Une des raisons pourquoi l'ISF a été supprimé, c'est tout simplement qu'en Conseil d'État, on a fait remarquer qu'on ne pouvait pas dépenser plus de revenus qu'on en avait. C'est-à-dire que l'impôt ne pouvait pas être supérieur aux revenus. Ça, rappelez-vous que dans la Constitution, c'est marqué. Donc l'ISF s'est effondré parce que patrimoine et revenu, c'est pas pareil. Quand on parle de riche, parlez de Trump, qui est colossalement riche parce qu'il a reçu une fortune colossale en immobilier, est un très mauvais gestionnaire parce que les pertes, là, les 750 $ qu'il a payés, mais c'est une réalité comptable. Si vous faites des pertes énormes, effectivement, alors après, je peux vous expliquer comment faire. C'est pas difficile. Mais quand on a des volumes d'argent, il est évident que si j'ai 1 milliard, je peux manger sans problème toute ma vie. Mais même si je les perds, je les gagne. C'est pas important, c'est-à-dire c'est les flux financiers. Donc, les patrimoines, quand je parlais des patrimoines individuels, de locatif, nos patrimoines. Ces patrimoines, effectivement, c'est le seul endroit où on peut taper sans problème. Mais si vous n'avez pas l'argent pour payer pour votre, comment on appelle ça déjà, la taxe d'habitation ou la taxe foncière, on va prendre un morceau de la maison pour pouvoir la payer. Donc, bien comprendre. Ou alors, c'est la vente de la maison, comme je disais, tu vends ta maison et tu fixes le travailleur. Système américain. Le système américain, c'est le déplacement vers l'ouest des gens qui ne peuvent plus payer, ils sont déplacés. Donc la mobilité par l'impôt, oui, c'est ce que tu disais. Donc il faut faire gaffe, c'est-à-dire que les choses sont interpénétrées. Et il y a une notion en France que j'ai découvert au moment quand je l'ai lu, c'est la notion de privé. Je ne savais pas ce que c'était avant. Puis après, un jour, j'ai été élu. Et j'ai découvert qu'il y avait le public, le service public, et quelque chose de méchant, d'horrible, mot privé. Et je ne savais pas que le mot privé était une insulte. En France, c'est une insulte. Dans la bouche d'un communiste. En France, une insulte. C'est une insulte. Parce que il y a le service public, qui est au service du public, on le touche. Ah oui, d'accord. Et donc, et je me rappelle, j'étais intervenu à un moment pour l'histoire de la distribution réseau, et vous comprenez, on vend de l'eau privée. On est tous privés. T'as vu le public qui buvait de l'eau, toi? Ça n'existe pas. C'est des individus. C'est pas le public qui boit de l'eau, c'est nous qui buvons de l'eau. Donc, quand j'étais intervenu parce que des gens qui ne pouvaient pas payer l'eau, j'étais scandalisé parce que simplement, on était obligé de voter pour enlever le fait qu'ils ne pouvaient pas payer.
Je dis, mais en fait, c'est un service normal. Donc après, ça a disparu. Donc maintenant, c'est le service des autres qui payent. Mais rappelez-vous, il n'y a pas de public. Si vous disparaissez, le service public n'existe pas. Mais à ce propos, moi je rebondis sur ce que vous dites pour remarquer que ce gouvernement Macron privatise justement des biens communs. Et les autoroutes, c'est quand même nous qui les avons payées. Il parle de privatiser les barrages, qui est quand même une aberration, parce qu'il n'y a rien de plus commun que des barrages. Et vous remarquez que la gestion de l'eau, on est un pays où tout est centralisé aux mains de deux principales sociétés qui en ce moment sont en train de fusionner, la Générale des Eaux et la Lyonnaise, enfin l'ex-Lyonnaise des Eaux. Donc on est à la fois contre la propriété privée par des Français moyens, mais en même temps, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On privatise des biens communs, qui sont quand même nos biens communs, nos bijoux de famille, pour les mettre au service alors là, pour le coup, de particuliers qui vont... On privatise pas tout à fait le bien commun, on privatise le service pour le bien commun. Oui. C'est un petit peu différent. Oui, mais moi j'observe que dans les communes, on a, à part si on fait un forage, si on obtient un droit de forage, mais autrement, on est condamné à passer par les deux principales sociétés qui distribuent de l'eau. Ah, vous n'êtes pas obligé. Non, vous n'êtes pas obligé. Attends, Voiron, s'occupe de son eau. Grenoble, c'est pareil. Oui, mais Marseille, c'est pareil. Simplement, c'est plus commun souvent de faire comme ça. Pourquoi? Parce que nous avons des problèmes d'assainissement. Du territoire. Il y a des problèmes d'assainissement dont on parle beaucoup depuis 30 ans. Avant, tout le monde chez n'importe où. Enfin, je schématise vite fait. Bon, c'était dégueulasse partout. On a dit, il va falloir réguler un peu ça. Il a fallu et il n'y avait pas de personnel formé. Or, les mecs comme J. Cinquaine, Jean-Marie Messier, maître du nom, ils ont dit, c'est un bon service, ça. Et ils ont fait une école, ils ont appris, ils ont eu des gens qui étaient très performants pour les traitements des eaux usées, etc. Et ça facilitait le bourg pour les communes, non pas parce que j'étais à la tête d'une commune, et ça facilitait le problème, parce qu'on n'avait pas d'ouvriers. On avait un bon gars qui allait mettre un coup de beurre et d'huile sur un vague truc, puis dès qu'il y avait une panne, il ne savait pas comment faire, il fallait appeler des spécialistes. Et donc là, on avait, il nous était proposé des contrats pour ce genre de service, et effectivement, le service était impeccable. Moi, je me rappelle, une station qui devait souvent m'appeler. Quand j'ai fait privatiser ce service-là, c'était la CELO à l'époque, c'était le 9e, et donc on a eu un service extrêmement efficace. Il pouvait intervenir par télématique, c'était des débuts de la télématique. La moindre panne, il savait, hop, le mec il arrive avec sa camionnette, il était avec vite, il avait tout ce qu'il fallait. Il y a encore 1 heure, pour mettre à régler 1 heure et demie maximum, si bien que les gens ne venaient plus pleurer à la mairie. Et ils disaient, bah, bravo, JP, merci beaucoup. La mer ne coule plus dans la rivière. Voilà. Mais je ne sais pas si vous avez vu dans les entreprises, c'est vu comme ça l'histoire. Ces bonbonnes d'eau que la société Cullingham nous vend, il y a quand même quelque chose de choquant. L'eau, on en avait partout. Et là maintenant, il faut passer par leurs bonbonnes d'eau, soi-disant propre, hygiénique, etc. Et qui est une eau qui est même plus française, enfin qui appartient à une société qui a un capitaux étranger. Donc il y a quand même une dépossession de biens communs qui frappe notre quotidien. Alors Air Liquide continue d'être une société française, jusqu'à quand je ne sais pas. Oui, elle est au CAC 40. Mais le patrimoine du CAC 40 n'est pas français. Bah, il y a quand même, il y a quand même dans le capital d'Air Liquide, il y a quand même une majorité de françaises encore. Le CAC 40, 50%, c'est les Américains. Exact. Les fonds de pension. C'est les fonds de pension, et les fonds de pension, c'est les revenus des retraites et des retraités. Oui, mais concernant Air Liquide, c'est pas l'information que j'avais. Non, c'est le CAC 40, c'est plus français. Après. Bon. D'autres questions? On peut continuer à échanger en buvant un coup. Allez. Juste un point. Je voudrais savoir, puisqu'il y a beaucoup de locaux parmi vous venant de Voiron et environ, quels sont ceux qui seraient d'accord pour confondre notre cercle? Stop.